La 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Vous êtes bien sûr sur Victoire FM, la 96.3 également, suivi sur le www.radiovitoire.fm. Et nous l'annoncions au sommet. Notre invité de ce matin, c'est Madame Brigitte Kaffi Adamagbo Johnson, la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition. Elle est avec nous. Madame Brigitte Kaffi Adamagbo, bonjour. Merci de répondre à notre invitation ce matin. Je vous en prie et permettez-moi de saluer également vos auditeurs et vos auditrices et de souhaiter une bonne semaine. Oui, une bonne semaine de travail à tous. Mais d'emblée, les Togolais veulent savoir comment se porte la coalition des 14 partis de l'opposition que vous dirigez. Ben, la coalition Gildas se porte très bien et vous me donnez l'occasion de féliciter tous mes collègues parce que nous nous comportons de manière très exemplaire. Responsable aussi. De manière responsable. Et je pense que chacun d'entre nous a conscience de ce que nous traversons des moments très graves et décisifs. Et que nous sommes investis d'une mission qui est une mission capitale pour les Togolais, une mission dont dépend l'avenir de notre pays, le Togo. C'est l'avenir du Togo qui se joue ces jours-ci, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser. Il n'y a aucun enjeu partisan pour nous. Nous avons le sentiment d'être les porte-voix du peuple qui aspire profondément au changement et dont les aspirations sont légitimes. Ce qu'on a tendance à oublier. J'ai l'impression que le camp d'en face, la minorité qui cherche à banaliser les revendications du peuple, cette minorité-là a tendance à oublier qu'il s'agit de revendications dont aucun acteur, dont personne n'a mis en cause la légitimité. Oui, vous venez de parler des revendications, on va en débattre tout à l'heure, mais avant d'aller à ces revendications au niveau des fonctionnaires, au niveau des enseignants, au niveau du secteur aussi de la santé, vous avez parcouru la ville de Lomé ce matin avant de venir à nos studios ici. Avec ces premières pluies-là, quel visage présente la ville de Lomé, Madame Brigitte Kaffi Adamagbo? Mais écoutez, j'avais l'impression que Lomé dort encore un peu. La circulation était beaucoup plus fluide qu'à l'accoutumée, mais on sentait vraiment que il y a une pluie qui s'abat sur la ville et moi j'imagine ce que ça serait. Moi je suis venu du nord de la ville, mais j'imagine ce qui se passerait dans certaines parties. Comment se présentent les rues? Est-ce qu'elles sont praticables au moins? Ben, Gildas, je pense que ces questions-là, est-ce que ce sont des questions qui préoccupent les Togolais aujourd'hui? Les Togolais iront quand même dans leur service et ils veulent savoir. Il y a plus grave, chacun sait que, bon, c'est vrai, on a construit des rues, mais on sait que le problème d'assainissement de notre ville reste entier dans pas mal de secteurs. Il y a à faire. Et même si c'était fait totalement, il n'y a vraiment pas de quoi s'en glorifier parce que ça fait partie des responsabilités basiques de ceux qui sont à la tête de ce pays. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, les Togolais ont des préoccupations
plus grave. Ils savent que c'est leur avenir qui se Les préoccupations sont aussi le développement des infrastructures routières. Bien sûr, ça fait partie, des attentes que nous avons, et justement, ça fait partie des griefs que nous avons contre ce régime, parce que on sait que non seulement c'est un régime qui est cinquantenaire, mais qui a des méthodes de gouvernance qui vont à l'encontre des droits humains fondamentaux, mais qui s'assimilent purement et simplement à de la malgouvernance. Les ressources ne vont pas là où elles devraient être. Sinon, le pays ne serait pas dans l'état où il est. Sinon, les Togolais n'auraient pas la condition de vie misérable qu'ils ont aujourd'hui et qui les pousse à changer de gouvernant. Et c'est normal d'aspirer à vivre mieux. Et tous ces Togolais-là veulent vivre mieux. Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson, depuis un certain moment, le Togo connaît des grèves, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, de la fonction publique. Mais comment entrevoyez-vous le Togo après tous ces mouvements? C'est très inquiétant. C'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment. On voit que le régime est débordé. Il est totalement débordé. Il y a une démission et un peu une espèce de fuite en avant. Je ne comprends pas que avec tous ces mouvements, depuis que les divers syndicats manifestent et demandent qu'on s'occupe de leurs revendications, on n'a pas l'impression que le régime prend ça au sérieux. Et c'est ce qui se passe aussi en ce qui concerne les revendications politiques. Nous avons affaire à un régime qui banalise tout, qui fait du dilatoire, mais le gouvernement aussi pense que vous, au niveau de l'opposition, vous manipulez ces différents syndicats-là, parce que parfois leurs revendications sont formulées dans les antichambres des partis politiques et sur le milieu de la fonction publique. Non, mais il y a des éléments objectifs qui montrent que les syndicats ont raison d'entrer en grève. Les éléments sont objectifs. À partir de là, comment le gouvernement peut dire qu'ils sont manipulés? Mais c'est des gens responsables, c'est des pères et mères de famille qui voient d'un côté que ils vont au travail, mais que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils mettent en application leur savoir, leur connaissance, leur expérience, pour sauver les vies humaines. Je veux parler de ceux qui sont dans le secteur de la santé. De l'autre, on a vu, les gens constatent, quand on envisage les revendications des enseignants, mais l'enseignement, l'éducation est un secteur vital dans toute société. Et surtout lorsqu'on parle de pays en développement, vous savez que la plus grande priorité doit être accordée à ce secteur-là. Mais les enseignants vous disent, nous ne sommes pas placés dans les meilleures conditions pour faire notre travail. Nous-mêmes, nous avons des conditions de vie misérables. On leur répond, vous avez connu des augmentations, vous aussi vous exagérez. L'État dit quand même avoir fait beaucoup d'efforts aussi dans ce secteur, parce que la situation d'un enseignant aujourd'hui n'est pas comparable à celle de quelques années. Oui, mais n'empêche, la question est de savoir, est-ce que aujourd'hui ça leur permet, ce qu'ils gagnent, leur permet de vivre décemment. Décemment, c'est de ça qu'on parle. Et la réponse, sans embâche, elle est non. Elle est non quand le gouvernement dit ça. C'est de ce salaire qu'eux, ils se contentent.
Est-ce que chacun ne voit pas que la vie est de plus en plus chère et que très peu, à l'exception de la minorité, qui a la possibilité de continuer à piller les ressources de l'État en complément du salaire qu'il reçoit, que très peu de Togolais ont les moyens de vivre décemment aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on est à la tête de pays, c'est une situation qui devrait vous empêcher de dormir. C'est une situation qui devrait vous empêcher de dormir et vous emmener à trouver des solutions, à être plus humble, à savoir respecter vos concitoyens et à ne pas leur sortir le genre de réponse qu'on donne en disant nous avons fait des efforts, nous avons fait... Ça veut dire quoi? Nous avons fait des efforts. Et au niveau de l'opposition, quand au même moment, pendant que vous dites que vous avez fait des efforts, on voit comment vous dilapidez les ressources de l'État. On voit comment il y a impunité totale pour ceux qui prennent ces ressources-là, les détournent à d'autres fins et que rien n'est fait. Alors, comment on peut dire dans ces conditions-là que les gens sont manipulés? Je ne peux pas comprendre. C'est une insulte. C'est une insulte à l'intelligence de ces milliers de Togolais qui travaillent dans la fonction publique. Aujourd'hui, on se retrouve devant une situation, une nouvelle grève de 2 jours, mercredi et jeudi prochain dans la fonction publique. C'est déplorable. C'est déplorable que la fonction publique tout entière en arrive à observer un mot de grève. Ça veut dire que il y a de quoi s'alarmer. Il y a de quoi s'alarmer. Donc, le gouvernement devrait revenir à la réalité. Tout ce qu'ils font comme agitation pour donner l'impression qu'ils résistent, ils ont la situation en main. Moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est qu'il faut qu'ils reviennent sur terre. Qu'ils reviennent sur terre avec beaucoup d'humilité et qu'ils créent les conditions pour qu'on voit ensemble comment régler l'avenir de ce pays. Demain ne sera pas rose. On est en train de détruire progressivement tous les secteurs de ce pays. Et pour le reconstruire, pour reprendre les choses en main, ça ne va pas être facile. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils fassent preuve de responsabilité et qu'ils créent les conditions pour que les problèmes soient résolus. On ne dit pas qu'on peut tout résoudre d'un coup de baguette magique, mais il faut montrer que vous êtes sérieux, que vous avez la volonté de régler les problèmes, vous avez un plan pour les régler progressivement, plutôt que de vouloir rouler tout le temps les gens dans la farine. Ils n'ont que cette méthode-là de boulanger. Ça ne marche pas tout le temps. Il arrive un moment où la méthode monte ses limites. Et je pense que nous y sommes. Vous y êtes, nous y sommes aussi. On va parler du dialogue inter-togolais, un dialogue qui suscite beaucoup d'espoir pour les Togolais. Ce 27e dialogue ouvert le 19 février dernier. Vendredi, vous étiez au 2e jour de ces pourparlers, mais les travaux sont suspendus. Nous empruntons. À quoi est due cette suspension, Madame Brigitte Kaffin-Demago? Moi, je vous dirais tout de go que le peuple est déterminé, le peuple qui est souverain est déterminé. Le peuple veut retrouver sa constitution de 92 et le peuple veut que, par application de ce retour-là, qu'on en arrive à obtenir une alternance dans ce pays, un changement de régime. Parce que pour moi, d'ailleurs, on peut dire que l'alternance est un euphémisme. Il s'agit de changer, carrément d'en finir avec ce régime-là. Et en finir avec ce régime passe par un changement à la tête du pays qui va permettre de déconstruire
progressivement c'est tout un système qui est enraciné auquel nous avons tous participé d'une manière ou d'une autre et souvent sans même le savoir, sans même en prendre conscience. Donc ça, il faut que les Togolais le sachent. Le point de départ, c'est le changement des hommes et des femmes. Mais ça va permettre progressivement de déconstruire. Tout a été, tout ce qui a été conçu et qui a eu cours pendant des années. Maintenant, c'est ce que le peuple veut, c'est là où le peuple veut en arriver. Mais ce qui s'est passé dans la salle de négociation au cours des 2 séances que nous avons eues montre que le régime n'a encore rien compris. Non seulement il n'entend pas faire en sorte que ce régime qui fait tant de mal au pays disparaisse, mais en plus, ils veulent au contraire se servir du dialogue pour le conforter. Ce que vous ne voulez pas. Pour conforter le régime. C'est ce que il faut comprendre par cette question-là, cette exigence qu'il pose de la participation à l'élection présidentielle de M. Faure Gnassingbé en 2020. Est-ce que vous pensez honnêtement, Gildas, que cette position-là est acceptable pour les Togolais? Donc ils acceptent au moins ils acceptent le retour et vous disent que bon, le chef de l'État doit quand même être candidat en 2020. Éclairez-nous un peu comment les discussions ont été faites au niveau de cette constitution, le retour de la constitution de 92. Gildas, Madame, le facilitateur, le président Ghané, à qui nous rendons un hommage mérité. Nous aurions aimé avoir un chef d'État de cette stature pour en être fier. Il est allé directement au but. Lui, il a compris le cœur des revendications des Togolais. Il a dit le cœur du problème, c'est celui-là. Au moment même où il était question, pas encore de commencer les discussions de fond, mais de construire l'agenda à partir des questions qui avaient juste été énumérées, alignées au cours des travaux du comité préparatoire. Il était question de construire véritablement un agenda, d'ordonner les points de discussion. Mais dès qu'il a vu ces points, il a dit non. Allons droit au but. Parmi tout ça là, il faut commencer par le retour à la Constitution de 92. C'est la question du retour à la Constitution de 92 et de ses implications qui constituent le cœur du conflit qui oppose les Togolais au régime actuel. Parlons-en. Et quelle est la position de chacun? Que chacun puisse exprimer sa position. C'est de là qu'on en est arrivé à expliquer, en ce qui nous concerne, ce que veut le peuple. Et les représentants, ceux qui incarnent ce régime aujourd'hui qui opprime, appauvrit les Togolais, ont pris la parole pour dire non, que pour eux, ce n'est pas acceptable, ce point. Et grosso modo, leur position, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce que je viens de dire. Si le retour doit impliquer que le chef de l'État actuel ne soit pas candidat en 2020, ce n'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte que pour un individu, que le sort de tout un peuple soit suspendu à celui d'un individu? Gildas, on parle du peuple togolais, on parle d'un pays qu'on met dans la balance. D'un côté, on a l'avenir du pays et de l'autre, une seule personne.
Vous vous imaginez. Donc, madame, et ce qui est écœurant, Gildas, c'est que la dernière fois, ils sont allés très fort. Ils sont allés très fort et on comprend maintenant ce régime. On comprend pourquoi. Lorsque les manifestations ont commencé depuis le mois d'août et où les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest se sont levés pour dire le moment est venu pour que nous tous nous unissions nos efforts pour changer de régime, vous vous souviendrez qu'ils ont tout fait pour que jamais, au grand jamais, Akara, il n'y ait plus de manifestation. On a bastonné, on a étranglé, on a tout fait pour que ceux qui voulaient manifester, la majorité qui voulait manifester, ne manifeste pas dans la ville de Kara. Et on comprend qu'on ait tout fait pour étouffer Mango, Bafilo, Sokodé. Parce que l'argument que le régime sort en ce moment et qui est dégoûtant, c'est que aujourd'hui le conflit, c'est un conflit nord-sud. Franchement, nous en étions bouche bée. Nous en étions bouche bée quand ils ont sorti ça. Qu'on ramène le débat à ce niveau aujourd'hui, le Togo n'en est plus là. Donc, si on comprend bien, madame, il y a blocage. Il y a blocage et on sort toutes sortes d'arguments. On a voulu démontrer que la constitution pour laquelle les Togolais ont voté à au moins 98%, que cette constitution était une constitution de la haine. Parce que les universitaires, les juristes quand même ont dit que ce n'est pas possible de retourner sur cette constitution-là. Les universitaires l'ont dit quand même que c'est impossible de retourner à cette constitution de 92. En disant ça, ces universitaires, franchement, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. S'ils sous-entendent que le mécanisme juridique pour le faire n'existe pas, je prends la responsabilité de dire de deux choses l'une. Ou bien ils sont nuls, vraiment nuls comme universitaires. C'est trop dur. Ou bien ils ne sont pas objectifs. Et honnêtement, quand on est un intellectuel, quand on est quelqu'un qui est censé maîtriser une science donnée, vraiment, quand on arrive à ce poste-là, il faut savoir qu'on y est arrivé parce qu'on le mérite. Et il faut montrer qu'on le mérite. Cela suppose qu'on ne se laisse pas corrompre par quelque considération que ce soit. Ce que vous pensez, eux, ils se basaient sur le droit, sur ce qu'ils ont appris. Sur quel droit? Sur quel droit? Je suis juriste, moi aussi. Je suis privatiste. Et j'ai l'humilité de me réserver, parfois, quand il s'agit de questions d'ordre constitutionnel. Mais le droit a un fond. Et je sais que les mécanismes existent pour opérer ce retour à la Constitution de 92. Toute la question est de savoir est-ce qu'on a la volonté de le faire. Et est-ce qu'on, pour avoir cette volonté, il faut qu'on ait compris que nous vivons des moments graves. Et je dis que le régime n'a pas compris qu'on vit des moments graves. Mais je prie pour que ce ne soit pas trop tard pour nous tous. Madame, devant ces situations irréconciliables, diamétralement opposées entre vous et le parti au pouvoir sur le retour à la Constitution de 92, quelle suite pour le dialogue? Gildas, ne parlez pas d'opposition entre nous et le parti au pouvoir. Parlez d'opposition entre l'immense majorité du peuple et la minorité qui veut préserver ses intérêts. C'est tout. Tout le reste n'est que habillage, n'est que agitation. Et quand vous me demandez quelle issue, comment on voit l'issue, mais moi je ne le vois pas autrement
que par le triomphe des revendications du peuple. Le peuple qui reste déterminé. Je reviens d'un week-end et j'étais à l'intérieur du pays. Du moment où et j'ai parlé. Vous n'aurez plus organisé des manifestations de rue, comme le communiqué l'a dit, que les deux parties se sont accordés à la suspension des manifestations jusqu'à la fin des pourparlers. Attention, hein, ce que nous avons dit, c'est que volontairement, le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Nous seuls pouvons l'utiliser de manière discrétionnaire, décider de quand nous pourrons l'utiliser et de quand nous ne pourrons pas l'utiliser. Dans la salle, la dernière fois, j'ai posé la question clairement au facilitateur, au président Nana Addo. Je lui ai dit, Monsieur le Président, imaginez, lorsque nous étions en train de faire le débat sur la manière unilatérale dont le régime commence à préparer encore ces coups de force électoraux habituels là, en installant la CENI, on nous montre chaque jour que la CENI a fait ci, la CENI a fait ça. Et j'ai dit au président, de manière très claire, Monsieur le Président, si vous suspendez les discussions aujourd'hui et que demain, c'est un exemple que je donne, on apprend que la CENI a décidé de manière unilatérale que les élections locales, les élections locales auront lieu à telle date. Ne soyez pas surpris de voir que les rues seront inondées de monde, envahies dans tout le Togo. Et c'est un homme, comment dirais-je, averti, honnête et raisonnable. Et la réponse a été laquelle? Mais madame, mais bien sûr que vous aurez raison, vous serez délié de tout engagement si les choses se passent ainsi. Donc c'est dans ce sens-là que vous demandez la suspension aussi du processus électoral par la CENI. Absolument. Le coup de force électoral, il faut l'oublier, c'est fini. C'est fini. Ça n'aura plus lieu au Togo. Nous ne laisserons plus faire. Donc, ce que le régime est en train de faire, ils pensent, ils prennent tout le temps les mêmes recettes, hein. Ils les recyclent et ils les mettent en œuvre. Ils croient que nous, on ne suit pas ce qui se fait. Qu'un beau matin, on va nous mettre devant le fait accompli. Comme on a l'habitude de le dans faire. Les élections passées. Cette fois-ci, ce qui se passe est plus grave, est plus profond que ça. Les Togolais ont compris que les élections qui se sont déroulées, c'est l'un des mécanismes par lesquels on en est arrivé à 51 ans de règne. Gildas, moi j'ai honte parfois de dire ça devant des interlocuteurs étrangers, hein, parce que je sais qu'au fond d'eux, ils ont envie de me demander, vous aussi, comment vous avez fait pour qu'on vous gouverne pendant 51 ans. Et je me culpabilise un peu parfois. Mais c'est l'un des mécanismes. Mais ça, là, c'est fini. Ils n'utiliseront plus. Et l'autre mécanisme aussi que j'ai relevé ce matin, c'est se servir de ces dialogues pour se renforcer. Pour jouer sur le temps. On ne dialoguera plus pour renforcer le régime. Et nous n'avons pas dialogué, je le dis aux Togolais, nous n'avons pas dialogué par le passé dans le souci de renforcer le régime. Mais c'est le régime qui s'est servi de ces dialogues, qui n'a jamais respecté ses engagements et qui, de la sorte, s'est sorti renforcé de chacune des discussions, notamment de la dernière. En 2006, vous vous imaginez? Vous voyez, vous vous souvenez de ce que ce pays était? Si on n'avait pas eu ce dialogue-là, s'il n'y avait pas eu l'APG, mais le pays n'aurait pas été gouvernable. C'est ça qui a calmé le pays. Et en quelque sorte, parce que nous sommes en politique, nous avons posé un acte qui, en quelque sorte, a servi de légitimer le régime. Mais au lieu d'en être reconnaissant et de dire, bon, au moins, il y a des engagements que j'ai pris.
Que je dois respecter. Il faut que je respecte ces engagements. Non, non. On s'est dit, ça y est, je suis conforté, je ne fais rien, je suis là. On va voir ce qu'ils vont pouvoir me faire. Tout ça est fini. C'est fini, Gildas. On n'est pas forcé, de sortir avec une mauvaise solution. Donc ce 27e dialogue, si on le comprend bien, comme le souhaitent les Togolais, c'est un dialogue qui ne sera pas comme les autres. C'est un dialogue qui apportera la solution durable à cette crise. C'est dans cet état d'esprit que nous sommes. C'est un dialogue qui permettra aux Togolais d'en finir avec ce régime. Et quand je dis en finir avec ce régime, je ne dis pas que nous visons des personnes. J'ai dit ici que nous étions tous partie intégrante de ce régime. Je ne vise personne en particulier. C'est quelque chose de très complexe. Et nous devrons avoir le courage de le déconstruire dans l'intérêt de ce pays, si nous voulons que ce pays avance. Que ça avance. Maintenant, à quand la reprise des travaux? Certains parlent de 2 semaines, d'autres parlent de la disponibilité du facilitateur. Oui, moi, je pense que c'est une question qui est laissée à la discrétion du facilitateur. Ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas croiser les bras. Je sais qu'il a un agenda, il doit voyager et je suis convaincu que ces voyages-là aussi seront l'occasion de discuter avec des acteurs de la communauté internationale de la question du Togo, qui est une question préoccupante pour toute la sous-région. Et ce qu'il nous a dit aussi, c'est de nous tenir prêts pour des consultations bilatérales. Donc, il pourra nous recevoir et je pense que comme ça se fait dans toute médiation, il verra à quel moment il pourra de nouveau convoquer le dialogue pour que nous puissions avancer. Accepterez-vous continuer les travaux sans lui parfois? Est-ce que vous pouvez vous retrouver entre vous sans la facilitation? Attendez, c'est de la pure fiction. Vous avez vu ce que ça a donné, vous avez vu pourquoi nous pensions que on ne pouvait pas mener cette discussion entre Togolais. Voyez, il y a eu une facilitation d'une personnalité de haut niveau, avec une équipe de gens compétents et de haut niveau, qui font que vous admirez ce pays-là d'où viennent ces personnalités. Vous vous dites, pourtant nous aussi nous en avons. Mais on les enterre. On fait tout pour les enterrer. On ne sort que la médiocrité qu'on montre à la face du monde, comme si nous n'étions qu'un pays de crétins. Vous avez vu? Malgré ça, nous n'avons pas pu avancer. Dans les discussions. Il faut avoir le courage de le dire. Donc vous imaginez que à chaque fois que vous allez vous retrouver, entre Togolais, il devait être là. On ne pourra pas du tout avancer. Hier, vendredi, vous avez quand même parlé de la Constitution de 92 et puis vous avez évalué aussi les mesures d'apaisement. Ces mesures d'apaisement, c'est vrai que vous avez demandé la libération de certains détenus dans les manifestations, des affaires, des incendies. Vous avez annoncé 102 comme détenus à libérer. Le gouvernement parle de 92 et le chef de l'État a gracié 45. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à ces mesures d'apaisement, est-ce que vous êtes satisfait? Bien sûr que nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes contents de ce que certains Togolais injustement détenus aient retrouvé la liberté. Mais nous devons faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas leur place dans nos prisons puissent quitter les prisons. Nous le disons, il y a des gens qui devraient se retrouver en prison, mais qui sont libres aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que des innocents sur lesquels
on a mis la main, eux, on les laisserait croupir en prison. Donc, c'est une question qui nous tient à cœur. Nous en avons longuement discuté parce que, entre les deux suspensions, entre lundi et vendredi, nous avons fait le point et nous avons jugé utile que la coalition écrive à nouveau au président pour attirer son attention sur la nécessité de faire en sorte que tel que c'était prévu dans le communiqué qui a sanctionné la séance du lundi, que le gouvernement fasse diligence pour que, avant la reprise du vendredi, ces questions puissent être résolues. Donc, naturellement, dès que le facilitateur a reçu le courrier, il a voulu commencer la séance du vendredi par cette question. Alors, ça a été l'occasion de faire le point. De faire le point, et nous, notre point focal à la coalition pour ces questions de mesures d'apaisement, c'est Maître Apevon, qui s'est constitué dans le dossier de pas mal de détenus. Et donc, il y a eu des échanges. Mais, encore une fois, à un moment donné, le président ghanéen a dit quelque chose qui a montré que c'est un homme plein de sagesse. Il a dit, de son point de vue, tous ces arguments techniques que le gouvernement avance pour retenir les gens encore en prison, on fait la distinction entre ceux qui font l'objet de mesures de procédures correctionnelles et ceux qui font l'objet de procédures criminelles. Et parmi les correctionnels, des gens à qui on aurait accordé la liberté provisoire et qui ne se seraient pas présentés, ce qui aurait justifié qu'on retienne d'autres. Et puis en venant aux criminels, la nécessité de passer par-ci, de passer par-là, ensuite de réunir la cour d'assises. Il a dit non. Tout ça est trop technique. Nous sommes sur un terrain politique. Donc il faut aller directement au but. Je vous exhorte à avoir une approche politique. Il s'agit d'apaiser, de créer un climat de confiance. Est-ce que c'est cette approche technique qui est la mieux indiquée? On va l'évoquer aussi, surtout le cas des membres du mouvement Nuboké. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui eux ne sont pas libérés? Mais on va marquer la pause. Toujours en détention, que reproche-t-on à ces militaires? Ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'ils font partie du lot de ceux qu'on considère qu'ils relèvent d'une procédure criminelle. Alors, les chefs d'accusation, je ne vous dis pas, on les a alignés. Groupement de malfaiteurs, incitation à la révolte, détention de matériel militaire, des trucs vraiment, on les a alignés. On ne comprend pas. On ne comprend pas quels sont les faits réels derrière ces accusations. Donc ils seront jugés avant leur libération. Ben, c'est dans cette logique que se situe le gouvernement. Et c'est justement au sujet de ce groupe-là de détenus que le facilitateur faisait observer que, à son avis, c'est pas une logique technique qu'il faut utiliser. Il faut se situer dans une vision politique. Donc pour l'apaisement, voilà. Il faudrait qu'il soit libéré. On espère que ce plaidoyer du facilitateur sera entendu. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir sur le 22 21 80 99, le 92 02 80 63. Nous sommes avec Madame Brigitte Kafi Adiamagbo Johnson. Elle est la coordinatrice des partis, les 14 partis de l'opposition qui sont en dialogue actuellement avec le pouvoir par rapport à la sortie de crise que traverse le Togo depuis 6 mois. Et parlant du président du PNP, on a entendu qu'il sera au dialogue. Est-ce que sa présence aussi ne fait pas partie des mesures d'apaisement? Oui, disons que dans les mesures d'apaisement,
nous avons mentionné la question essentielle de sécurité. De sécurité d'abord au sens large, dans la mesure où nous avons pensé... Gardez le fil de la réflexion. Prends M. Lanson. M. Lanson, bonjour. M. Lanson, il est parti sur la pointe des pieds. M. Lanson, 22 21 80 99 le 92 02 80 63 pour réagir, pour intervenir dans cette émission et poser toutes vos questions à Mme Brigitte Kafi Adjamabo Johnson. Elle est la coordinatrice des 14 partis de l'opposition. Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Gildas. Oui, à qui est-je honneur? Allô? Je parle de Francis. Francis. Oui. Allez-y, monsieur Francis. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis très fier que vous soyez juriste, parce que j'ai appris que vous avez enseigné à la faculté de droit à l'université également. Je dis le retour de... D'abord, vous avez tenu des propos qui ont été un peu désobligeants pour moi, parce que vous avez une dame que moi je respecte beaucoup, très beaucoup, depuis la conférence nationale. Et je dis que quand vous avez dit que vous allez en finir avec le régime, bon, vous avez essayé de payer en apportant des explications, mais moi, vous ne voyez-vous pas que c'est trop allé? Un peu, lorsqu'on est dans un cadre d'apaisement, de deux. Le retour de la Constitution de 1992, révisée en 2002. Bon, est-ce que, en tant que juriste, vous croyez qu'on peut opérer ce retour? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller à autre chose que d'exiger toujours que ce soit ce retour-là qui nous fait retarder aujourd'hui? Voyez la situation économique du pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Francis. Derrière vous, c'est Komi. Komi, bonjour. Oui, monsieur Gidas, bonjour. Comment vous allez? Oui, j'aimerais poser une question à madame. Vous êtes en direct. Oui, vous savez très bien que le Togo a 114 partis politiques. Et dans ces derniers moments, je sens une frustration de part de certains partis ou bien certains opposants pour le fait qu'ils font cavalier seuls et qu'on ne les écoute pas. Est-ce qu'il ne faut pas à la fin du dialogue organiser les états généraux de l'opposition pour que le gouvernement en place puisse mieux travailler? Parce que vous savez avec moi que lorsque vous avez une bonne opposition dans un pays, les choses bougent mieux. Mais quand vous êtes dispersé de gauche à droite, le gouvernement en place se dit, je peux faire, comment dirais-je, passe à tout le monde et que je peux résister pendant longtemps. Merci beaucoup, Komi. Monsieur Lanson est là. Monsieur Lanson, bonjour. Oui, bonjour, Hilas. Comment vous allez? Ça va bien et vous-même? Ça va, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur Lanson. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, les assiste pour ce travail vraiment, je ne sais pas comment les qualifier, qu'ils sont en train de faire pour remettre notre cher pays, le Togo, qui nous a tant donné, qui nous donne tant et qui continuera à tant nous donner, de les mettre sur les rails. Vous savez, Gitas, je pense que moi particulièrement, je suis sidéré que vraiment lors du dialogue, ils ne sont pas bloqués sur le départ immédiat du chef de l'État et que c'est sur sa participation ou non en 2020. Vous comprenez ça? On a l'habitude de dire qu'un général ne part jamais en guerre s'il n'est pas sûr de la gagner, même s'il arrivait qu'il la perde. Parce qu'un général qui veut déclencher une guerre, c'est qu'il a mis les stratégies nécessaires pour la gagner. Si le chef de l'État actuel s'y est allé jusqu'à 2020 et continuer, est-ce que c'est pour aller accepter, s'il est battu, il va appeler son adversaire, lui serrer la main, lui souhaiter bon vent? Ce serait un grand danger pour le Togo, ça. Et ça, je dis franchement, ça, je le dis aux participants au dialogue. Là où ils sont... Oui, rapidement. Oui, mais oui, merci. Oui, merci beaucoup. On prend derrière vous Trinidad. Trinidad, bonjour. Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va bien. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, ok, mes félicitations d'abord. C'est pas facile. Bon, moi je souhaiterais que, comme les gens ne vous font pas confiance, que le retour à la Constitution de 92 peut être effectif. Présentez-leur un chemin de retour à la Constitution de 92. J'espère que c'est dans cette Constitution que nous sommes toujours. Il suffit de ramener seulement les choses qu'ils ont enlevées.
présentez-leur un chemin et montrez ça au public. Présentez ça, un chemin de retour. Et s'ils ne sont pas d'accord, là, le peuple togolais en visera. De ne permettrez jamais qu'un autre groupe rentre dans votre groupe. Hein. Laissez ceux qui disent que vous êtes minorité dans le groupe là. Soyez minorité et nous vous soutenons. Merci beaucoup à vous, Trinidad. C'est tout pour les interventions. On va permettre à notre invité de répondre à toutes ces préoccupations. Mais avant, vous disiez entre-temps que parmi les mesures d'apaisement, il a été aussi noté les mesures sécuritaires des acteurs politiques aussi. Absolument. Pas seulement des acteurs politiques, parce que nous avons posé le problème de la sécurité de manière large. Nous sommes en train de discuter. Nous avons besoin que même les citoyens se sentent en sécurité. Qu'il y ait dans le pays un climat de sérénité. Ce qui a des conséquences d'autres pratiques. Ça veut dire que si on discute pendant que dans la ville, on a positionné des dispositifs, des chars partout, on ne peut pas dire que nous discutons en sécurité. Il faut que le dialogue lui-même soit sécurisé. Nous nous connaissons dans ce pays. Nous pourrons être en pleine discussion et avoir la surprise de recevoir des visites de gens en armes. Là, ça s'est passé récemment. À la CVJR, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'est passé récemment. Et ces actes-là ne sont pas de nature à permettre de discuter en sérénité. Ensuite, la sécurité des acteurs qui sont représentés dans la salle. Nous avons posé tous ces problèmes-là et posé en particulier celui de M. Tipi. Mais les représentants du gouvernement, lorsque les discussions avaient lieu en comité préparatoire, ont encore une fois essayé de blaguer, de banaliser ces questions. Mais bon, finalement, ce qu'ils ont dit, c'est que le gouvernement avait déjà annoncé qu'il se tenait à la disposition des acteurs qui ont besoin de mesures particulières de sécurité. S'ils en font la demande, ils les auront. Mais la question est de savoir, est-ce que en la matière, il ne vaut pas mieux se confier à la sécurité de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Revenons maintenant aux préoccupations d'un régime. Des auditeurs. Francis l'a dit, qui vous a quand même vu très désobligeante envers les autres partis, parce que dire qu'il faut finir avec le régime, et surtout avec, vous êtes juriste, mais le fait de dire que bon, on peut toujours revenir à la Constitution de 92, lui a voulu que vous éclaircissiez un peu. Alors, d'abord, je voudrais le saluer, Francis, ce compatriote qui a appelé, et lui dire que je n'ai pas l'habitude d'être outrancière dans mes propos. Et si j'ai utilisé l'expression « en finir avec un régime », je ne l'ai pas fait pour choquer qui que ce soit. Je l'ai fait parce que c'est quelque chose... Le régime, ce n'est pas des hommes et des femmes que nous visons. C'est un système. C'est un système que nous tous, nous avons contribué à maintenir. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et si nous faisons le constat, 51 ans après, que la racine du mal, c'est ça. Il faut changer, mais il faut changer. Changer dans l'intérêt même de ceux qui ne perçoivent pas encore qu'on doit mettre fin au régime. Je l'ai dit, je n'ai pas d'autre mot que d'utiliser en finir. Il faut mettre fin. En finir, ça veut dire mettre fin. Mettre fin et construire quelque chose ensemble. Je ne veux insulter personne. Je ne veux choquer personne. Maintenant, le retour à la Constitution de 92. Pourquoi ne pas aller à autre chose? Pourquoi, moi, aller à autre chose? Je vous dis que ce serait une solution de fuite en avant.
Parce que si nous voulons aller à autre chose, à un moment donné, la difficulté que nous avons ici, en voulant restaurer ce que nous avons tous approuvé à presque 100%, nous allons la retrouver là-bas. Pourquoi les gens s'y opposent? Faisons les analyses, les gens s'y opposent parce qu'ils pensent qu'ils doivent rester indéfiniment au pouvoir. Et cher compatriote Francis, si en voulant aller à autre chose, c'est autre chose-là, les gens vont le vouloir de sorte qu'il les aide à se maintenir encore. Alors pourquoi moi je ne suis pas adepte de la fuite en avant. Je suis adepte de régler les problèmes. Du réalisme quand ils se posent et puis on est tranquille, le pays avance. Pour Ekomi, c'est vrai qu'il y a une centaine de partis au Togo, mais vous êtes aujourd'hui 14. Pour lui, il faut faire les états généraux de l'opposition pour être encore soudés, pour faire face au régime, les états généraux de l'opposition. Non, mais avant même l'idée d'états généraux, il dit que il y a des partis qui sont frustrés, hein. Mais je pense qu'il a raison. Mais pour la clarté de ce que nous faisons et pour nous permettre de trouver la solution, il vaut mieux que on conçoive les choses de la manière dont elles se présentent d'ailleurs. C'est-à-dire que le peuple s'est levé. Les partis se sont constitués. Ceux qui pensent que le peuple a raison de se lever, ils se sont constitués en coalition. Au départ, tout était ouvert pour tout le monde. Les gens sont venus. On s'est constitué. Maintenant, en face, on a le camp qui incarne les tenants du régime, ceux qui tiennent à ce que le régime soit maintenu. On dit, mais pour la clarté des choses, il faut les deux camps. Maintenant, si vous vous situez, quand vous êtes parti politique, vous vous situez par rapport à ces deux camps-là. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ce n'est pas une manière de voir les choses le manichéisme, je ne suis pas d'accord, mais on ne peut pas être au centre, il faut choisir son camp. Donc, si vous êtes du camp de ceux qui veulent maintenir le régime, vous pouvez vous retrouver dans leur délégation. Mais vous ne fermez pas la porte quand même à de nouvelles adhésions. Chez nous, on ne ferme pas la porte non plus. Vous pouvez vous retrouver dans... Par exemple, en dehors des 14, nous travaillons avec d'autres partis qui sont des partenaires. Nous travaillons avec le NI, dirigé par M. Dossé-Agneron. Nous travaillons avec le PADAT, qui est dirigé par M. Bénissan Norbert. Et donc, nous les consultons. Et puis, il y a quelque chose que nous avons regretté amèrement. C'est quoi? Et dont je veux parler ici. Je vous assure que lorsque nous avons reçu un jour l'ambassadeur du Ghana, qui nous a expliqué que le facilitateur avait une démarche et que quand il viendrait le 18 février là, qu'il comptait organiser un forum. Un forum au cours duquel il allait discuter et entendre d'autres acteurs de la société civile, de partis politiques, qui eux aussi ont leur vision du problème que nous vivons. Qui traverse le Togo, oui. Mais je me suis dit à moi-même, mais c'est tellement pertinent comme démarche. Et il a expliqué ça par le fait que le président estimait qu'il lui faut comprendre en profondeur le problème togolais. Et donc, ils nous ont demandé, moi je ne connais pas les acteurs, c'est vous qui les connaissez. Vous, coalition des 14, donnez-moi une liste d'acteurs de la société civile et de partis politiques, de personnalités invitées. Le gouvernement aussi me donnera une liste d'acteurs à inviter. Nous nous sommes attelés à faire ce travail-là et à faire en sorte que les Togolais puissent être entendus, ce qui aurait été une manière de faire une ouverture pour tout le monde. À la participation au débat d'un maximum d'acteurs. Mais nous avons entendu dire que finalement, le gouvernement n'a pas donné sa liste et que cette activité-là a été supprimée.
est-ce que c'est normal? Donc, Mais c'est les mêmes qui disent vous n'êtes pas inclusif. Est-ce que ça, ce n'est pas l'inclusivité? On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. Nous avons été surpris par la chose. Maintenant, si mon compatriote qui a intervenu dit qu'il y a des acteurs qui auraient pu se retrouver dans ce que revendique le peuple et avec lesquels il faut que nous nous arrangions pour travailler, aujourd'hui ou même après, quand le problème sera résolu, nous on est prêts. Et son idée d'état généraux devait quand même se concrétiser. Ouais. Oui, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est la portion là dans la Constitution qui fait aujourd'hui débat. Et pour notre ami Trinidad, il faut maintenir cette portion-là. Aujourd'hui, est-ce que cette portion-là, vous êtes sûr, vous confirmez au Togolais que cette portion-là va rester dans cette Constitution? Absolument, elle restera. Wow. Elle restera. Nous allons au dialogue aussi pour ça, pour qu'elle reste. C'est ce que le peuple veut, c'est ce qu'il a voulu, et nous nous battrons pour que ce bout de phrase figure dans la Constitution. Au-delà de ça, vous n'êtes pas prêt à faire aucune concession, en l'absence de cette portion. Mais comment on peut dire... On est prêt à faire des concessions pour arriver à ce changement que le peuple veut. On est prêt à créer toutes les conditions pour rassurer ceux qui craignent le changement durable auquel le dialogue nous permettra d'arriver. Nous savons, il n'y aura pas de chasse aux sorcières que le nœud du problème, si le régime, ceux qui incarnent le régime veulent se maintenir, il y a aussi quelque part la peur des lendemains de changement. Mais là, vous le garantissez je aussi. vous assure que nous sommes prêts. D'abord, nous le disons, le changement que nous voulons, nous ne le voulons contre personne. Voyez-vous, c'est pour ça que nous sommes étonnés quand on entend les arguments du genre je ne peux pas partir parce que l'armée ne voudrait pas. Mais non, au contraire, dans l'armée est constituée de Togolais qui sont comme nous et qui aspirent eux aussi au changement. Quand même et je sais qu'ils sont républicains et qu'ils comprennent qu'en tant que républicains, leur rôle, ce n'est pas de soutenir des hommes, mais c'est de soutenir la République, les institutions républicaines. Alors, je ne comprends pas. Le changement que nous voulons, il y a des gens qui pensent que ça pourrait entraîner des pertes du point de vue de leur intérêt, de leurs privilèges. Vous savez, nous sommes des gens responsables. Nous voulons, après tout, l'avancement de notre pays. Nous voulons la paix de notre pays. Et on peut garantir que après le changement, chacun y trouvera son compte. Les gens qui sont dans l'armée, qui sont à une position donnée et qui disent « Ah, je pourrais être rétrogradé ». Mais donc vous les garantissez, vous les assurez. C'est des craintes qui sont injustifiées. C'est des craintes qui sont injustifiées. Nous sommes Madame la prêts à tout envisager. Pour certains, l'armée doit aussi constituer ou bien doit participer aux discussions pour parler. Est-ce que vous le jugez aussi Non, l'armée ne souhaite même pas participer aux discussions. L'armée n'a pas vocation à s'immiscer dans les questions politiques. Alors pourquoi voulez-vous que l'armée participe aux discussions? Pourquoi? En tant qu'individu, en tant que Togolais, ils ont des aspirations, je l'ai dit tantôt, qui sont des aspirations portés aussi par les autres Togolais. Alors nous travaillons aussi pour eux. Pourquoi voulez-vous en faire un cas particulier? Nous sommes parce que c'est à ceux qui instrumentalisent l'armée de comprendre qu'ils doivent arrêter d'instrumentaliser l'armée. Madame, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a espoir pour les Togolais que ce 27e dialogue portera des fruits? Moi,
ce que je veux dire aux Togolais, c'est qu'ils doivent garder l'espoir. Un peuple finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Nous l'obtiendrons par le dialogue ou alors nous continuerons à lutter. Et c'est le lieu de dire à mes frères et sœurs togolais, en l'état actuel du dialogue, le régime dit non seulement moi je ne veux pas partir maintenant, l'actuel chef d'État qui incarne le régime ne doit pas partir maintenant, mais en 2020 il se présentera encore, en 2025 il se présentera. Donc c'est quelque chose d'inacceptable pour nous. Je leur dis, alors avons l'été pour que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Voilà. Merci beaucoup à Madame Brigitte Kafi Adjamago Johnson, la coordinatrice des 14 partis de l'opposition, d'être passée dans cette émission. Merci à Kokou le Parisien pour la mise en réalisation signée Vidal Kofi Anani et Nessina Kogo. Merci à tous nos amis de la Gazette du Togo, à Fo Kokou qui est avec nous dans ce studio. On se dit très bientôt, mais à 9h, Jacob Ahama sera là avec vous pour la version Mina. Portez-vous bien sur la chaîne de l'excellence. Bonne semaine.